Et c'est l'heure de retrouver l'invité de cœur de l'info avec ce soir un cinéaste, humoriste, mais aussi écrivain. On dit de lui qu'il écrit pour ceux qui ne lisent pas. 5 ans après l'immense succès de son premier roman, L'amour c'est surcoté, adapté au cinéma, il est de retour avec une famille de bâtards. Le portrait d'un monde qui disparaît, celui de la France des années 90, de ces bars populaires dans lesquels s'écrivent un certain vivre ensemble, mais aussi une certaine histoire de l'immigration. Une comédie qui, comme toujours avec lui, n'est jamais une manière d'esquiver la douleur, celle de l'exil notamment. Bonjour Mourad Winter, Bonjour. bienvenue sur ce plateau. Je suis ravie de vous recevoir sur France 24. On va regarder tout de suite à quoi ressemble votre film. Mais d'abord, un mot sur le titre, Une famille de bâtards. Bâtard, c'est un mot assez brutal. Pourquoi ce mot? Pourquoi ce titre? Bon, c'était l'idée, c'était quand même d'envoyer un petit signal. Bon, ben, parce que déjà, il y a toute la notion de frères et sœurs dans le film. Et puis, bâtard, c'est un mot très années 90. Donc on s'était dit que ça allait le mieux avec le projet. Alors, on regarde à quoi ça ressemble justement. Mon père, mais tu m'as dit qu'il était mort. Papa, vous êtes qui? Son fils? Toi aussi? Tu sais que je peux te frapper si je veux, là. Je suis arabe. Pourquoi tu m'as pas dit que t'es de ma sœur, toi? Attends. J'ai aussi une sœur. T'es qui, toi, en fait? Mais ça s'arrête quand, tout ça, là? Chez Momo, c'est un café. Mais ce qui intéresse papa, c'est les affaires. Genre les machines à sous. Je sais pas ce qu'elles ont avec moi ce soir, mais j'ai une cote, là. C'est un hôtel de passe, là? T'as rien de caché à toi, hein? Ah, j'adore ce lieu. On a un petit souci. Les dettes, ça se transmet par le père. Et si on rembourse pas? On brûle tout. Et vous avec. Alors vous avez, je crois, puisé dans vos souvenirs personnels pour écrire ce film, vous qui avez grandi juste au-dessus du café de votre papa à Ivry-sur-Seine. Qu'est-ce que ce lieu, le bar de quartier, représente pour vous? Pour moi, c'est un vrai lieu de sociabilisation, c'est après l'école. Pour moi, c'était vraiment le bar, c'était après l'école, quand je sortais quand on rentrait, nous on faisait À nos 5 devoirs dans ans, le à café. 6 ans, Ah le non, bar de ouais, non, quartier, mais c'est vraiment en primaire, je me rappelle vraiment, après l'école, on se prenait un diabolo aux fraises et on faisait nos devoirs dans le café. Bon, après, jusqu'à une certaine heure, parce que passé 20 heures, ça devenait assez alcoolisé, mais ouais, pour moi, c'était un vrai lieu de vie, quoi. Qu'est-ce que vous avez vu enfant, justement, dans ces lieux de vie que vous vouliez raconter, transmettre aujourd'hui? Du contact. C'était le contact humain. Moi, c'est toujours ça qui m'a toujours marqué dans les cafés, dans les bars, c'est le contact humain. C'est les gens qui essayent d'esquiver la solitude, c'est des gens qui ont envie de parler, qui ont envie de se lâcher. Bon, après, il y a toujours des petits excès, mais c'est toujours assez bienveillant, quoi. Alors justement, si vous deviez nous pitcher le film, racontez-nous comment il se structure aussi autour de ce bar de quartier. Bah, le film, en gros, c'est un cafetier qui se fait tirer dessus et le fils récupère le bar parce que le papa est hospitalisé. Et en fait, en récupérant le bar, il récupère un des problèmes parce qu'il est un peu gangréné par de la prostitution et du jeu d'argent, enfin des machines à sous. Et puis surtout, il récupère deux frères et sœurs qui connaissaient pas et ils apprennent à presque 30 ans que le papa avait des mœurs assez légères. C'est pour ça que ça s'appelle Une famille de bâtards. C'est que, Exactement, c'est voilà, lié à ça, ouais. ils se sont retrouvés. Alors vous situez ce film dans les années 90 que vous Ouais. décrivez comme une période unique de cohésion sociale. Qu'est-ce qu'il y avait aussi bien à cette époque que dans ces troquets qui n'existent Mhm. plus aujourd'hui? Bah, moi, je trouve que c'était quand même la dernière décennie avant l'arrivée massive d'Internet, avant cette cassure qu'il y a eu un peu dans le lien entre les gens. Donc et puis j'ai grandi dedans, donc pour moi c'était vachement plus facile d'aller sur les années 90 que les années 80. Donc vraiment on est parti là-dessus de par mon vécu, quoi. Et on sent l'infinie tendresse justement que vous avez pour ces troquets que vous décrivez comme des bancs de la société française, comme des thermomètres de la société. C'est ça qui vous intéressait et qui disparaît petit à petit aujourd'hui. Il y a quelques poches de résistance. Mais c'est Ouais, vrai il y a que c'est plus quelques rare. poches de résistance, mais pas tant que ça. Maintenant, enfin vraiment, je vois par exemple le PMU en bas de chez moi, je vois très bien que c'est un lieu juste de jeu où on vient, on prend son petit gratte-gratte et on part, où on achète les clopes. Mais avant, enfin moi de ce que j'ai vécu, après je suis pas si vieux que ça, hein. Vous avez 39 ans, je crois. Ouais, 39, ouais. Mais de ce que j'ai vécu, c'était vraiment un lieu de rassemblement, quoi. C'était une belle époque. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Bah, moi, je le sens de moins en moins. Il y a quelques petits bistrots sur Paris, beaucoup dans le 11e, où il y a encore ce lien, mais je le sens de moins en moins. Je pense que les gens sont de plus en plus écartés, et puis il y a les réseaux sociaux, quoi. On s'est mangé les réseaux sociaux, et je pense qu'on se rend compte maintenant
une quinzaine, vingtaine d'années plus tard que c'est peut-être pas la bonne solution. Après, c'est un constat, on peut rien y faire. Vous avez aussi évolué sur les réseaux sociaux, vous vous êtes fait connaître sur Ouais, Instagram, complètement. donc ça vous a aussi apporté énormément. Ouais, bah après, peut-être que j'aurais évolué d'une autre manière s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux. On ne sera jamais, mais je veux dire, moi j'ai toujours cette petite Madeleine de Proust avec des bruits, avec des odeurs, avec tout ça, tout ce que j'ai vécu moi dans mon enfance. Ça me manque un peu. Ouais. En tout cas, pour vous, les réseaux sociaux, c'est un vecteur quoi, de séparation. On se parle plus finalement. Bah, l'idée à la base, Sur elle était portable. super. Je trouvais que l'idée était géniale de pouvoir discuter avec n'importe qui à travers le monde, mais malheureusement, il y a toujours ce petit problème avec l'anonymat qui fait que il faut remettre. J'ai l'impression qu'il faut remettre la honte au goût du jour. J'ai l'impression que les gens ont de moins en moins honte, ils se permettent un petit peu de dire tout et n'importe quoi, là où quand on est face à quelqu'un, et ben naturellement, cette personne, elle se retient quoi. Alors, on l'a vu, le film est extrêmement drôle. En tout cas, moi, j'ai beaucoup ri devant cette comédie qui n'exclut pas du tout la profondeur ni la douleur, celle de l'exil notamment. Pourquoi passer par la comédie pour raconter une douleur aussi intime? Parce que c'est ce que je sais faire. Déjà, premièrement, moi j'ai toujours été dans ma zone de confort, c'est un peu la comédie. J'étais dans le stand-up, aussi dans la littérature. J'écris des livres axés vraiment sur la comédie. Et je pense toujours qu'on peut arriver par plusieurs bandes pour faire passer un message sans pour autant être moralisateur ou essayer de raconter la vie aux gens. Je pense que tout le monde a son expérience et je vais pas expliquer voilà ce qu'il faut penser, mais je veux dire, en passant par la comédie, on peut faire passer beaucoup de messages. Et moi, dans ce film, c'est vraiment un message de cohésion, quoi. C'est une manière aussi un peu pudique, parfois, de raconter Totalement. certaines Oui, douleurs. totalement. Je suis très mauvais avec mes émotions, du coup, je le fais pas. Généralement, je fais tout par écrit, quoi. Mais justement, vous racontez une douleur, celle de l'exil, Mhm. que vous n'avez pas vécue. Non, moi, je l'ai pas vécu, mais j'ai côtoyé beaucoup d'oncles, tantes, que ce soit même aussi mes parents qui ont quitté leur pays assez L'Algérie. jeunes. Mon père l'Algérie, ma mère Votre père le qui est Maroc. kabyle et votre maman marocaine. Qui ont quitté leur pays assez jeunes et ils ont toujours ces regrets, mais la vie fait que bon bah Quel regret. ils sont assez de pas avoir grandi avec leurs proches. Bah justement, vous racontez aussi une certaine histoire de l'immigration dans ce film. C'est l'histoire des bars kabyles à Paris notamment, et plus généralement en France. Qu'est-ce que vous aviez envie de garder de cette mémoire-là, dont on parle assez peu au cinéma finalement? Ouais, complètement. C'était vraiment le constat qu'on avait quand on a commencé à écrire sur ce projet, c'est de se dire bon, les bars kabyles, c'est assez connu, c'est assez. On a tous un petit café en bas chez nous, et surtout en Île-de-France. Mais jamais on a parlé des bars kabyles, jamais on a parlé de cet héritage et de ce patrimoine un peu français. Donc je me suis dit que c'était peut-être, vu que j'ai grandi au-dessus et que mon père est issu de cette communauté, je me suis dit que c'est peut-être à moi de le faire. Donc bon, j'espère Pourquoi l'avoir c'était bien à vous fait. de le faire? Parce que eux ne parlaient pas? Bah eux, non, c'est des tombes. Ah non, on est face à des tombes. Moi, mon père, il m'a jamais raconté, ne serait-ce que cette douleur de l'exil. Je l'ai su de par ses amis, de par ses proches, ou de par une fois, faut pas qu'il voit cette interview, mais une fois, j'ai vraiment cramé en train d'écouter de la musique tout seul dans le bar, sans lumière, et j'ai compris que, enfin, j'ai senti assez rapidement que qu'il y avait toujours eu cette douleur au fond de lui, et donc je me suis dit que c'était peut-être à moi de le faire. Il y a une incompréhension justement entre ces deux générations, ceux qui se sont tus justement pour s'intégrer, pour oublier, et ceux qui veulent maintenant raconter, mettre des mots sur ce qu'il s'est passé. Ouais, complètement. Parce qu'en fait, on n'a pas été éduqués de la même manière. Mm. Hein, moi, j'ai toujours tendance à dire que c'est l'environnement qui nous éduque. Et donc, moi, je suis plus proche d'un gars de ma génération qui est français, blanc, catho, que de mon père qui est musulman comme moi et d'origine algérienne. Donc moi, je suis plus proche de cette personne parce que de par notre génération, de par l'environnement où on a grandi, on se sent plus impacté. Alors il y a justement une phrase très forte dans le film via le personnage incarné par Kad Merad. Il parle d'une communauté de déracinés. Il dit cette communauté, c'est une famille qui ne dit pas son nom, une famille qui est aussi là pour construire un pont entre les anciens qui ont du mal à joindre les deux bouts et les nouvelles générations qui, elles, ont du mal à trouver leur place. Ouais, c'est ça. Tout est dit là. Voilà, c'est pense que Kad tout est Merad dit. qui a tout dit. Ouais, je pense C'est que vraiment tout le est cœur dit. du film. Exactement. C'est un peu, comme je disais tout à l'heure, c'est pas une morale, mais un peu le message que je voulais faire passer dans ce film, que surtout les jeunes, il y a une certaine, je vais pas dire responsabilité, mais moi je vois mon père, il aurait voulu que j'ai
que je reprenne le bar ou que mes frères et sœurs reprennent le bar. On est parti dans d'autres Vous le reprenez sphères. autrement, finalement. Mais je le reprends, ce je le bar. reprends autrement et je pense qu'il sera. Il est fier de vous aujourd'hui. Ouais. Alors, plus généralement, vous, ce que vous aimez, c'est raconter la médiocrité dans des personnages grandioses. Et inversement, d'ailleurs, et c'est exactement ce qu'on ressent dans le film. Pourquoi vouloir justement raconter ces personnages et les rendre un peu bigger than life, finalement? Mais parce que j'ai beaucoup de tendresse pour les nullards, entre guillemets, parce que je me vois à travers. Moi, j'ai tendance souvent à m'écrire à travers mes personnages. Il y a toujours deux, trois, enfin, je veux dire, phrases que j'aurais pu me sortir moi dans la vie du quotidien. Donc, vous avez une ambivalence, parce que vous avez à la fois beaucoup d'ego et pas du tout. C'est ce qui vous permet d'écrire, je crois. Oui. Bah, j'ai beaucoup d'ego quand je suis tout seul dans ma chambre en train d'écrire. J'ai l'impression que je peux changer le monde. Et une fois que je livre mon boulot, j'ai toujours l'impression que c'est de la merde. C'est vraiment le truc qui me caractérise. Et je pense que c'est bien, je pense que c'est assez sain. C'est assez sain parce que ça me permet, quand je suis tout seul, de prendre des risques et après je Vous redresse. prenez beaucoup des risques. Il suffit de vous suivre sur Instagram pour voir que parfois, Ouais. on est à la limite. Hein. Ouais. Alors, vous dites que c'est de plus en plus... Alors, je suis très surprise de lire ça, mais en tout cas, vous le dites que vous avez de plus en plus de mal à écrire parce que la réalité est déjà tellement drôle que c'est parfois difficile de faire mieux. Vous parlez notamment de Donald Trump qui a mis, selon vous, la barre très haute en matière de fiction. Comment on fait de la comédie quand le monde réel paraît être déjà un film? Bah, c'est toujours. En fait, on peut même s'inspirer de la vie. Hein. Moi, je m'inspire souvent de la vie, mais des fois, ça devient c'est tellement gaguesque et grotesque que je me vois même pas proposer ça à l'écrit. Donc, c'est sûr que le niveau de folie qu'on est en train d'atteindre actuellement sur de la comédie, on peut pas se battre. Enfin, Là, vous pensez à Donald Trump, par exemple? Ouais, complètement. Ça va trop loin. En fait, ça va trop loin et du coup, bon, on essaye de suivre, mais ouais, c'est un peu compliqué, quoi. Mais bon, avec les persos, on arrive toujours à. Alors, on va terminer sur vos prochains projets. Alors d'abord, est-ce que votre deuxième roman, Les Meufs, c'est des mecs bien, va être adapté au cinéma? Je suis en cours d'adaptation. Vous êtes en cours d'écriture, ouais. Qu'est-ce que vous allez reprendre votre trio préféré, Laura Felpin, Hakim Jimli et Benjamin Trani? Je pense pas, mais Désolé les gars. mais je pense que ils vont voir cette interview et demain je vais recevoir des coups de fil ou même ce soir je vais recevoir des coups de fil dans on la nuit. appelle tous Morad pour jouer dans Les Meufs. Non mais parce qu'en fait c'est devenu tellement des amis que c'est compliqué de leur dire non. Donc on verra. Et puis vous écrivez aussi en ce moment un film qui s'appelle Le Casse du Louvre, qui va être réalisé par Romain Gavras. Exactement, ouais. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce projet? Franchement, je peux pas trop en parler. Faites un petit effort. Ouais, non mais c'est en gros c'est assez comme je disais tout à l'heure, Bigger Than Life, on est sur une affaire assez monumentale, on a quelque chose d'assez fou dont personne n'aurait pensé que ça puisse arriver en milieu de Paris un dimanche matin. Mais on a surtout l'envie de vraiment bosser les personnages et de raconter un peu tout le monde, tout ce qui s'est passé durant ce casse et les répercussions que ça a pu avoir à l'international ne serait-ce que sur la crédibilité de la France aussi. Mais alors, est-ce que vous avez eu accès à certaines informations que le grand public n'a pas pour écrire ce film? Dites-nous la vérité. Je me retrouve avec la DGSI ça veut dire sur que le vous téléphone. avez des infos alors? Ouais, on a des infos, mais quel type d'infos, quoi? Sur le profil des Sur le profil, cambrioleurs, sur le profil, après sur ce qui s'est passé aussi en interne, au sein du Louvre, sur les personnes qui dirigent. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment essayer de comprendre aussi les défaillances qu'il y a pu avoir. Parce que l'idée, c'est de coller à la réalité, c'est ça? Le plus possible, ouais. Ouais, de toute façon, on n'a pas trop le choix, et puis il y a cette responsabilité quand même de bien raconter les personnes qui ont fait cette histoire. Avec toujours votre ton décalé, le ton décalé qui est le vôtre, et puis le sens de l'image exceptionnelle de Romain Gavras. Ouais. J'imagine que ça va donner quelque chose d'assez on espère. Après, c'est toujours compliqué, parce que moi, si on va trop dans la comédie, ça peut décrédibiliser l'attention, donc on est vraiment. Ça, c'est un peu à contre-emploi pour vous, non? Ouais, complètement. Ça va pas être une comédie. Non. C'est la première fois, du coup. C'est ma première non-comédie, et c'est pas ma zone de confort, mais je commence un peu à m'adapter, et puis on a bien drivé que ce soit avec Simon Jacquet avec qui on coécrit et Romain. On sait où on va, et puis j'apprends beaucoup. Moi, j'apprends beaucoup de ces
c'est de crack. Merci beaucoup, Mourad Winter. Une famille de bâtards, c'est disponible donc dès maintenant sur Prime Video. C'est drôle, c'est tendre, c'est profondément intelligent aussi. Et puis, on a hâte de découvrir votre casse du Louvre, Mourad beaucoup. Winter avec Romain Gavras.